12h05. Attendu ce soir, le traditionnel message du chef de l'État à la nation à la veille du Nouvel An. Un message qui intervient dans un contexte de fin de mandat pour Macky Sall. Et pour ce qui est des attentes de l'opinion, c'est d'entendre le chef de l'État aborder la question liée au chômage des jeunes, l'industrialisation du pays et encore la baisse des prix des denrées de première nécessité. Le reportage de Falun Gong. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h, 31 décembre. Voici le message à la nation du président de la République. 2018 s'en va, 2019 s'annonce. Et comme d'habitude, ce 31 décembre, il faut que le président de la République se prononce. C'est le fameux discours à la nation. Mes chers compatriotes, au seuil du Nouvel An, je suis heureux de m'adresser à vous. Pour ce 31 décembre 2018, les Sénégalais donnent le contenu qu'ils voudraient noter dans le discours du chef de l'État. Sada Soumaré, réparateur d'ordinateurs rencontré à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, réserve une place importante à l'industrialisation du pays et à l'emploi des jeunes dans le discours de Macky Sall. Ce que j'attends du message du chef de l'État, c'est l'industrialisation et l'emploi des jeunes. C'est des secteurs primordiaux pour un développement durable. Le vieux Mbaye Bathily embauche la même trompette. Trouvé dans une gargote à Sacré-Cœur, le vieux Bathily demande au chef de l'État de rassurer la jeunesse avant que le pire ne se produise. Avec les jeunes, problème des jeunes, la machine a bouffé l'homme. C'est ce qui est arrivé à Macron avec les gilets jaunes. Et ça risque d'arriver au Sénégal si on y prend garde. Moustapha Gueye, lui, est bouquiniste au marché Sandaga. Taille élancée, la quarantaine dépassée, ce tout couleur bon teint n'attend du discours du chef de l'État que la baisse du prix des denrées de première nécessité. En tout cas, moi, je lui dis quelque chose. Tout ce qu'il fait, moi, quand il demande le riz, l'huile, sucre, ça, c'est une bonne décision. Moi, je suis un père de famille. Je veux seulement qu'il demande à nous utiliser le Sénégal. Tout ce qui reste, tant pis, c'est pas mon problème. À côté de ceux-là qui se sont prononcés, nombreux sont les Sénégalais qui ont tout simplement préféré garder le silence, arguant hors micro que le discours est toujours le même. Nous sommes à quelques heures de 2019. Une nouvelle année s'annonce donc et c'est l'occasion pour les citoyens de formuler leurs vœux. Beaucoup souhaitent que 2019 soit une année de paix et de bien-être. Reportage Youssouf Konté. Des tout petits aux personnes âgées, tous sont formulés des vœux en vue de l'année qui pointe à l'horizon. Les amis et les femmes, toute une bonne année 2019 pour que vous tous vous ayez bien, une bonne santé. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2019. Je souhaite le bonheur, l'amour et une longue vie, Inch'Allah. Je souhaiterais que ma famille se porte bien déjà. Beaucoup de bonheur à tous les Sénégalais, tous les gens qui vivent au Sénégal. Que l'année 2019 soit meilleure année. La paix est l'un des aspects les plus souhaités par ces Sénégalais. Le contexte, la prochaine élection présidentielle qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Khadimoul Khadim Fall. Que Dieu nous préserve de toute forme de violence, que l'élection en vue se déroule dans la sérénité et la paix et que les résultats soient unanimement acceptés et que le candidat qui sera élu réponde à nos attentes. Aïssatou Gueye, rencontrée dans une rue à Sacré-Cœur, vêtue d'un pantalon bleu surmonté d'un haut orange, elle souhaite voir des améliorations dans le traitement de l'information dans la presse sénégalaise. On aimerait que la presse nous serve quelque chose de vraiment concret, pas toujours la musique, la nouvelle danse, les faits divers. On n'a pas besoin de ça, on a besoin des choses qui nous fassent avancer. Exactement. Plus d'éducation, plus de reportages, je dirais, parce que personnellement, moi, je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe au Sénégal. Vous êtes en train de discuter avec son ami. Non, qui va marier? Tout le monde va marier. Tu souhaiterais te marier en 2017, c'est ça? Je suis encore jeune. Les études d'abord. Mais oui, pourquoi pas. Mam Fatou Niang est son nom. Interrogée sur ses vœux, elle souhaite. Comme changement, je voudrais que les Sénégalais soient plus disciplinés sur la route parce qu'ils sont super dangereux en conduisant. Habillé en tenue traditionnelle, Mamadou Sakho est un jeune habitant à la cité Cyprès 2. Il prie pour les personnes en situation difficile. Plein de prisonniers sortent, soient libérés ou relaxés. Aussi les hôpitaux, plein de personnes malades qui ne peuvent pas fêter
la fin d'année avec leur famille et tout. Qu'en 2019, ils puissent voir leur famille. 2018 s'en va, 2019 s'annonce. Une année d'élection, la présidentielle prévue pour le 24 février, les locales en décembre. Tous ces citoyens souhaitent une année paisible et pleine de bonheur. Youssouf Konté, ce 31 décembre sera fêté avec faste par bon nombre de concitoyens. Il devrait y avoir beaucoup de feux d'artifice. Justement, les feux d'artifice, un business qui a marché très fort ces temps-ci. Mais il y a à craindre les risques qui vont avec l'usage des pétards. Un sujet d'Aminata Ndiaye Sarr. Trouvé à la boutique de son quartier, Pape Moussa Ndoye, âgé de 10 ans, fait partie des enfants qui achètent des pétards pour la Saint-Sylvestre. Il nous fait part des dangers qui ont trait avec leur utilisation. Je fais partie des enfants qui achètent des pétards durant les fêtes de fin d'année, mais la plupart leur coût est de 25 à 100 francs maximum. Mais il y a des dangers qui se rapportent à cette utilisation de pétards, comme les incendies dans les maisons, avec les arbres et tout ça. Et il y a aussi certains risques qui peuvent se poser comme des brûlures corporelles et aussi vous pouvez être sourd d'un moment à l'autre. D'où est-ce que tu tiens cette information? Certaines informations, c'est mes parents qui m'ont sensibilisé et certaines d'autres, c'est des exemples que j'ai pu prendre à cause de certaines personnes qui ont été victimes de ces risques-là. Chersey, marchand ambulant, explique que la vente de pétards est un bon business pour la fête de la Saint-Sylvestre. Il rajoute que pour cette année, ils n'ont eu aucun écho de son interdiction. Je vends des pétards au rond-point Almadi. C'est un business qui marche bien durant les fêtes de décembre. Nous nous approvisionnons au marché Sandaga chez les Libanais. Pour l'utilisation, les Européens et les Libanais savent s'y prendre. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas d'interdiction cette année, car une semaine avant, les policiers étaient venus confisquer nos marchandises, ce qui n'est pas le cas pour cette année. Réveillon rime souvent avec feu d'artifice, un symbole pour passer le cap de l'an neuf. Même si son utilisation est très prisée par les Sénégalais, il faut noter qu'il y a souvent des impacts négatifs tels que les incendies et les brûlures. Pour rappel, l'utilisation des pétards avait fait objet d'interdiction l'année dernière au Sénégal. La fête ne sera pas belle pour les cheminots de Dakar à Bamako ferroviaire qui sont restés 2 à 9 mois sans salaire. Le syndicat des travailleurs des rails réclame la relance de leur société. La relance de la société, oui. Le Sutrail était en conférence de presse ce matin à Thiès. Écoutons un de ses responsables, Gora Sabar, au micro d'Isidore Alex Grandsen. Nous avons vécu 7 années avec Macky Sall, le président Macky Sall. 7 années dont 2 ans de forfaiture parce qu'il a été élu pour 5 ans. Un président qui se dit et se dédie. Un président qui affame son peuple. Un président qui tue nos frères étudiants. Et là, il vend le Sénégal. Le Sénégal est comme un mendiant assis sur une montagne d'or. Et un or qui n'est pas encore exploité et qui est déjà vendu à l'Occident. Le bilan du président Macky Sall, c'est celui qui fait construire un TER de plus de 1500 milliards pour 25 km, alors que nous, Sénégalais, nous, Thiessois, nous, habitants de Buntu Dépôt, on a la régie des chemins de fer ici à côté qui souffre d'indolence pour un montant de moins de 600 milliards. Le président Macky Sall n'a aucune ambition pour nous. Après tout ça, comment voulez-vous que l'on soutienne le président Macky Sall? C'est par Sam notre Ngor que nous soutenons le président Idrissa Seck. Mais nous qui habitons Thiès, et particulièrement nous qui habitons Buntu Dépôt, nous cohabitons avec un gars, je tairai son nom, je ne le dirai pas, mais vous savez aisément de qui je parle. Ce n'est pas le bon élément. Toutes nos excuses. Le Conseil constitutionnel a bouclé hier l'opération de vérification de signatures pour le parrainage et ils sont nombreux à n'avoir pas atteint le total de parrains requis parce que les signatures présentées par ces candidats déclarés ont été invalidées. Mais la question qu'on se pose est de savoir si l'on aura au final un nombre de candidats très limité. C'est le souhait de certains en tout cas, mais pour d'autres, ils veulent qu'on laisse à chacun sa chance. Voici le reportage d'Awa Diop.
Après vérification des listes de parrainage, le Conseil constitutionnel a validé 7 candidatures sur plus d'une vingtaine. Au terme de ce processus, ils seront donc au maximum 7 à vouloir briguer la magistrature suprême. Cette limitation des candidats est une bonne chose, pense ce jeune étudiant. Je dis que c'est bien, les 15 et 13 candidats, sinon ça va perdre du temps pour les électeurs. En même temps, tant de candidats, je ne pense pas que tout le monde va voter, parce que la fermeture des urnes, ça sera à 19h jusqu'à 20h. Attendre à 50 candidats, c'est pas bon. Les 5 candidats, c'est bon. Trouvé à l'arrêt de bus, Babacar Faye trouve que ce filtrage vient à son heure. C'est ce qui est mieux pour le pays et je préfère même cette limitation des candidatures. Le nombre pléthorique n'a aucun sens. Le vieux Demba, lui, n'est pas d'accord avec ce procédé. Pour lui, tous les candidats méritaient de se présenter. On ne devait pas filtrer à ce point. On devait donner à chacun sa chance. C'est une première au Sénégal. Contrairement aux dernières échéances, le scrutin de février 2019 se jouera entre au moins 5 candidats. Une réduction bien accueillie par certains citoyens. Ces mesures qui vont plaire sans doute aux acteurs de la filière arachide. Il s'agit de l'épongement de la dette de 20 milliards de francs CFA que l'État doit aux opérateurs privés stockeurs. Et d'après le ministère de l'Agriculture, cela va se faire en janvier 2019. Les acteurs agricoles sont sans doute contents pour la plupart. En plus de cela, l'État va augmenter la quantité de semences certifiées de 55 000. On passera à 60 000 tonnes pour la prochaine campagne arachidière. Oumou Kalsumba. Après avoir apuré les 15 milliards 500 millions de dettes dues aux opérateurs privés stockeurs du Sénégal, le ministère de l'Agriculture annonce le règlement de la somme restante, c'est-à-dire les 20 milliards de francs CFA en janvier 2019. Une bonne nouvelle pour finir l'année en beauté, nous dit Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Que ça sera une bonne chose dans la mesure où le ministre est venu pour le suivi de la campagne. Il avait dit que tout est versé dans les banques et les opérateurs ont commencé à débloquer leur argent. Et même ils vont incessamment ouvrir le point. Et je pense qu'à ce titre, vraiment, il y a une nette amélioration dans la mesure où pas mal de points qui sont ouverts pour acheter des graines. Pour la campagne agricole 2018-2019, la quantité des semences d'arachide certifiées va passer de 55 000 tonnes à 66 000 tonnes. L'arachide est vraiment la culture de rente de ce pays et que vraiment il y a trop de plus-value dans la culture de l'arachide. Si vraiment on maintient le tonnage des semences à ce titre, je pense que ça sera une bonne chose. Même avec une mauvaise pluviométrie, on a pu engranger 1 400 000 tonnes, 432 000 tonnes. Concernant l'épineux problème relatif à l'importation de l'huile végétale, le ministère de l'Agriculture se veut rassurant. Toutes les dispositions de la protection de la production domestique sont prises pour éviter une concurrence déloyale, une mesure possible grâce à l'appui du ministère du Commerce, précise Papa Abdoulaye Seck. Reparlons des sortants de l'INSEPS qui observent une grève de la faim. Ils réclament le recrutement dans la fonction publique. Les inspecteurs de la jeunesse et du sport jouent un rôle important. L'inspecteur de la jeunesse et des sports, donc, est un homme de terrain et de dossier. Il assure le dialogue entre le ministre et les structures locales ou départementales. Mohamed Kandji. L'inspecteur de la jeunesse et des sports participe à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et des sports. Sa mission consiste à effectuer le contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes concernés pour une mise en œuvre efficace. Par ailleurs, l'inspecteur de la jeunesse et des sports contrôle et évalue les procédures et les résultats des examens pour les diplômes d'État dans le domaine de la jeunesse et des sports. Son rôle est donc à cheval entre le terrain, l'animation et l'administration. Au Sénégal, les inspecteurs de la jeunesse et des sports sortent de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport INSEPS. L'Institut, créé en octobre 1977, est sous la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports. Les missions qui lui sont dévolues sont la formation des professeurs d'éducation physique et celle des inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. L'INSEPS assure la formation permanente des agents en fonction au ministère de la jeunesse et des sports. Il conduit également des recherches fondamentales appliquées pour assurer le développement du sport.
L'insalubrité à Kaolack, le maire invite les populations à respecter les valeurs civiques, mais pour certains Kaolackois, le problème de l'insalubrité dans leur commune n'a rien à voir avec le civisme, mais c'est plutôt lié à un manque de volonté politique. Et pour d'autres, les responsabilités sont partagées. Correspondance Ousmane Dem. À travers les chants, vos sketchs, vous avez pu quand même livrer ce message qu'on ne doit pas jeter de la saleté dans la rue, qu'on ne doit pas jeter de la saleté dans les caniveaux, dans les canaux. Et donc, c'est des actes vraiment de civisme. Sans vouloir le dire ouvertement, Maria Massar, en magnifiant cette pièce de théâtre sur le civisme, a lancé une invite à l'endroit de la population de Kaolack pour un changement de comportement afin de rendre la ville beaucoup plus propre. En plus de ternir l'image de cette région, l'insalubrité est aussi la cause des inondations. Ibrahim Kanté, conseiller municipal chargé des élections au Parti démocratique sénégalais. Il faut dire que partout où il y a inondation, c'est parce qu'il y a obstruction à cause de l'insalubrité, à cause de l'état d'ordure. C'est ça que les Kaolackois doivent se mobiliser pour régler ce problème-là. Sur la question de l'insalubrité, il soutient que tous les maires ont échoué. L'État, qui a les moyens pour résoudre ce problème, manque de volonté politique selon lui. Aujourd'hui, il faut une véritable politique de sensibilisation, d'information et de formation. Il faut commencer par les enfants, mettre en place une politique d'abord. Et ensuite, il faut dire la vérité aussi, c'est que la mairie n'a pas les moyens qu'un APR soit là ou qu'un PDS soit là. Il y a un problème véritable qui se pose. Ibrahim Kanté pense également que le service d'hygiène est responsable de l'insalubrité à Kaolack. Je constate que ce service-là ne fait que poursuivre les débiteries et les commerçants pour des produits périmés. Mais aujourd'hui, ce service d'hygiène-là ne fait même pas de saupoudrage. Il y a trop de nuisances à cause des moustiques, à cause de la salubrité. Voilà le fond du problème à Kaolack. Pour mettre fin à l'insalubrité à Kaolack, tous les acteurs sont invités à prendre leurs responsabilités. Ousmane Dem, Kaolack, iRadio. L'actualité internationale sur iRadio. Nous recevons un autre Ousmane, cette fois-ci Gueye. Bonjour Ousmane. Bonjour Antoine Diouf. L'actualité internationale, d'abord la République démocratique du Congo, au lendemain de la présidentielle sans Joseph Kabila. Qui du pouvoir de l'opposition sortira vainqueur de ce scrutin à un tour qualifié de historique, Antoine? C'est la grosse question de l'heure et de la réponse dépendra sûrement la stabilité de la République démocratique du Congo. Pour le moment, pas encore de résultats, même partiels. Le dauphin de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, et les opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi ont déjà commencé la bataille des procès d'intention. 50% de taux de participation pour 40 millions d'inscrits. Aminata Ndiaye-Sarr. La République démocratique du Congo attendait lundi les premiers résultats de l'élection présidentielle avec des questions sur leur transparence et des risques d'une contestation violente. Le dauphin de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, et les deux opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi ont déjà commencé la bataille des procès d'intention. Des questions cruciales se posent autour du taux de participation parmi les 40 millions d'inscrits, le déroulement du scrutin dans les dizaines de milliers de bureaux de vote et la gestion des opérations du dépouillement. Pour plus de transparence, à Kisangani, les témoins des partis politiques ont dormi à même le sol ou sur les pupitres d'un bureau de vote du Centre La Sagesse pendant le comptage des bulletins de vote, a constaté un correspondant de l'AFP. Le déroulement des élections en RDC n'a pas laissé indifférent le pape François. Il a prié dimanche pour la République démocratique du Congo et a appelé tous les acteurs à assurer un déroulement régulier et pacifique des élections historiques qui comportent également des volets législatifs et régionaux. La communauté internationale est restée muette ou presque. L'élément positif, c'est que les élections ont eu lieu, a commenté le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, en référence aux 3 précédents reports du scrutin. Aminata Ndiaye-Sarr, sur ce lendemain d'élection en RDC, en attendant de connaître le vainqueur, c'est le président Joseph Kabila qui s'est abstenu d'une énième participation, qui va donc prononcer le discours du 31 décembre, Antoine. Les discours de fin d'année, justement, devenus habituels, sauf qu'au Gabon, ça prend une tournure presque particulière. Quoique affaibli par un AVC, Antoine, depuis le 24 octobre dernier, Ali Bongo va prendre la parole ce soir à partir du Maroc où il poursuit sa convalescence. Va-t-il prendre la parole ou simplement apparaître à l'écran?
C'est toute la question, même si la présidence de la République gabonaise a confirmé la tenue de l'exercice. L'on attend de savoir comment il va s'y prendre et surtout que va-t-il dire à une population partagée sur son état de santé. Si d'aucuns sont convaincus qu'il s'améliore l'état de santé, pour d'autres, aucune certitude. Simplement, un discours en perspective donc qui sera scruté de près de la part de Bongo, fils qui s'exprimera loin, très loin de son pays, à suivre dans nos prochaines éditions pour le décryptage. Allons au Mali où l'on est plus préoccupé par les aspects sécuritaires. Pour une fin d'année dans le bonheur et la bonne humeur, Antoine, il faut bien sûr se prémunir de toute mauvaise surprise. Le Mali l'a compris. Bamako annonce avoir renforcé la sécurité dans des points dits chauds de la capitale. Détail, Aminata Ndong. Afin de garantir des fêtes de fin d'année apaisées dans la capitale, le directeur régional de la police, le commissaire divisionnaire Siaka Sidibé, affirme avoir renforcé la sécurité dans plus d'une cinquantaine de points chauds de Bamako. Les populations peuvent vaquer tranquillement à leurs activités tout en restant vigilantes. Une déclaration du directeur régional de la police. Siaka Sidibé assure que des agents en tenue et en civil ont été déployés pour renforcer les effectifs déjà sur le terrain. Après le coup d'État de 2012 au Mali, des groupes armés ont occupé les régions nord du pays et ce jusqu'au déploiement en 2013 des troupes françaises et onusiennes. Une présence certes dissuasive mais qui n'empêche pas ces groupes de mener des attaques ciblées contre des civils et des militaires. Fin octobre, le gouvernement malien a prorogé pour un an jusqu'au 31 octobre 2019 l'état d'urgence instauré en 2017 sur tout le territoire national. Un ancien patron du football centrafricain en route pour la CPI. Soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'ouest de la Centrafrique, Patrice Edouard Ngaïsona va être bientôt remis à la Cour pénale internationale. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Paris qui a donc donné son feu vert pour le transfert de l'homme qui refuse d'avoir joué un sinistre rôle dans les violences qui déchirent son pays. Patrice Edouard Ngaïsona Antoine est visé par un mandat d'arrêt international émis par la CPI. Plus proche de chez nous, la Gambie, où le Parti pour le Progrès renouvelle son bureau après plus d'un quart de siècle de léthargie. Le PPP est en quelque sorte le pendant gambien du Parti socialiste sénégalais. C'est cette formation politique suspendue sous Yaya Jammeh qui a mené le pays à l'indépendance à l'issue de 3 jours de conclave. C'est Papa Ndiaye, 49 ans, qui a été porté à la tête de ce parti. Banjul, la correspondance de Amadou Bari. L'attente a été longue et le suspense entier jusqu'à la dernière minute. Au terme de 72 heures de congrès, Papa Ndiaye, novice en politique, l'emporte de justesse face à l'autre candidat, Bakary Dabo, fraîchement élu. Le vainqueur a appelé au travail pour reconquérir le pouvoir. Chers camarades, à présent, nous devons nous mettre à la tâche pour relever ensemble les défis. Mon élection est pleine de symboles. Elle signifie que la jeunesse est valorisée dans notre parti. Après 24 ans de léthargie, le parti ayant été suspendu après le putsch de Jammeh, la formation tente aujourd'hui de renaître de ses cendres. C'est dans cette optique que lors des législatives de l'année dernière, le parti avait obtenu 2 sièges à l'Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le leader de la jeunesse du parti en est conscient. Les défis sont nombreux dans un contexte de nouvelle ère démocratique. C'est un énorme défi qui nous attend, mais nous avons un atout, celui de l'héritage laissé par le premier président de la Gambie. Durant tout son règne, le parti s'est évertué à préserver les intérêts du pays tout en respectant les droits de l'homme, contrairement au régime qui a suivi. À noter qu'à l'issue de ce congrès, un comité a vu le jour pour la restitution des biens du parti saisi sous Jammeh. Banjul, Amadou Bari, Radio. Excellente fin d'année à vous, Amadou Bari, correspondant permanent de e-Radio en Gambie. Bonne année à vous et à tous les auditeurs, Antoine. Bonne année à toi, Ousmane. Bonne année à l'ensemble des auditeurs de e-Radio. Le journal des sports de e-Radio. Bonjour Seydina Abagui. Bonjour Antoine. Classement FIFA Beach Soccer, le Sénégal dans le top 10 mondial. Les Lions terminent l'année 2018 en tête de ce classement africain et à la 10e place au niveau mondial de Beach Soccer. Le Sénégal a gagné 4 places grâce à sa victoire finale à la CAN 2018. Cependant, le sélectionneur national estime que les Lions peuvent améliorer cette performance si les conditions suivent. Les détails avec Sekou Seydi.
Le Sénégal gagne 4 places dans le classement FIFA 2018, 14e en 2017. Le Sénégal, champion d'Afrique, est qualifié au prochain mondial de beach soccer, peut figurer parmi les 5 premiers mondials selon Ngala Sylla. Mais aujourd'hui, si le Sénégal jouait des matchs amicaux internationaux, y compris aussi des compétitions dans les autres tournois, le Sénégal peut, parce que tout ça, ça joue. C'est des points que nous perdons. Par exemple, le tournoi intercontinental, aujourd'hui, si le Sénégal le jouait, donc aujourd'hui, on est au moins sur les 5 premiers sur le plan mondial. Maintenant, c'est à nous de continuer le travail avec la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, c'est une satisfaction pour toute l'équipe. Ngala Sylla estime que ce classement peut être une source de motivation supplémentaire en vue de la prochaine Coupe du Monde prévue à Paraguay en 2019. Même si ce n'est que sur papier, mais ça montre toujours que nous sommes toujours leaders en Afrique. Mais aussi sur le plan mondial, il y a plus de respect que les gens vont vous donner. Donc aujourd'hui, sur le plan mondial, on sait que les équipes nous respectent très bien. On sait qu'il y a une grande considération qu'on donne à l'équipe sénégalaise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est de positif. Et quand on a entendu la nouvelle, il y a les joueurs eux-mêmes qui nous ont appelés en disant qu'on vient de voir cette information. Donc ça aussi, c'est une source de motivation. Le Sénégal a remporté son 5e titre de champion d'Afrique lors de la dernière CAN organisée en Égypte. De bonnes performances qui font du Sénégal la première nation de beach soccer en Afrique et la 10e sur le plan mondial. À Ziguinchor, les rideaux sont tombés sur les phases régionales du championnat populaire de football. C'est l'ASC Yamatone qui a été sacré championne régionale de cette compétition qui s'est tenue à Bandjikaki, une compétition dont les organisateurs tirent un bilan satisfaisant. Amadou Pio Diata, président de l'ORCAV, est au micro de iRadio. Nous avons été accueillis dans d'excellentes conditions par les populations du Founi Diabankunda, où se situe le village de Bandjikaki. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier toutes ces populations qui nous ont réservé un accueil très chaleureux, qui ont été très conviviales, qui ont été courtois. Véritablement, le séjour de toutes les populations qui ont eu à participer, de toutes les délégations qui ont eu à participer à ces phases, reste un séjour mémorable parce que nous avons partagé avec ces communautés, nous avons vécu en tout cas d'intenses moments de partage et de communion avec ces communautés à l'organisation de ces phases. Jeux olympiques 2020 et Jeux olympiques de la jeunesse 2022. Amadou Diaba plaide pour un appui aux athlètes sénégalais. Le seul médaillé olympique de l'histoire du Sénégal espère qu'il y aura bientôt des héritiers. Et pour voir ce vœu se réaliser, Amadou Diaba demande aux autorités d'accompagner les acteurs sportifs. Écoutons-le. Et je pense qu'on a gagné le défi d'avoir l'organisation. Maintenant, sur le plan pratique, je pense que le président Diagne Ndiaye qui a tout fait pour que le Sénégal puisse l'avoir est accompagné par son excellence le président Macky Sall. Donc je pense qu'ils vont mettre les moyens pour les fédérations pour qu'ils puissent travailler et honorer le Sénégal durant ces Jeux. Et je pense que si le travail et la formation va être bien suivis par le ministère du Sport et par le comité olympique et les fédérations, je pense que dès à présent, nous avons une pépinière sportive ici au niveau du Sénégal. D'ici 3 ans, nous pouvons vraiment dignement représenter notre pays aux yeux de toutes les nations du monde qui seront là. Cet avis d'Amadou Diaba marque le point final de l'actualité sportive de ce Midi King, le dernier de l'année, Antoine, et on en profite pour faire comme Ousmane Gueye, c'est-à-dire souhaiter une bonne et heureuse année 2019 aux auditeurs de iRadio et aux lecteurs de immedia.sn. Bonne et heureuse année à vous également. Seydina Abagay. GD16 vous offre la revue de presse. Et on retrouve Ousmane Gueye. En attendant les résultats finaux, gros stress pour les candidats à la présidentielle, du moins ceux qui doivent régulariser leur dossier. Et ils n'ont que 48 heures pour s'exécuter. Aux yeux de Sud Quotidien, l'acte 1 de la procédure de vérification des listes de parrainage est apparu comme un véritable chemin de croix. Seuls 7 ou 8 candidats ont vu leur signature validée pour le moment. Un véritable naufrage au Conseil constitutionnel relève les Échos qui donnent la liste des 5 admis d'office et des 3 qui passent au second tour. Macky Sall, Khalifa Ababakar Sall,
Issa Sall, Karim Meïssa Wade, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Madické Niang et Malick Gakou. Des 19 éliminés d'office, pour reprendre les confrères, on retrouve Thierno Alassane Sall, Hadjibou Soumaré, Mamadou Lamine Diallo, Bougane Gueye Dany, Samuel Sarr, Amsatou Sow Sidibé, Abdoul Mbaye, Pape Diop, Aïssata Tall Sall et Abdoulaye Tine. Mais comment parler d'une exclusion d'office alors que les 7 sages n'ont pas encore livré la liste finale? Pour anticiper les critiques, les Échos expliquent dans un encadré que les candidats qui passent à la trappe sont ceux qui n'ont pas pu avoir 2000 parents dans une seule région, ce qui justifie le rejet de leur dossier. Mais à lire la tribune, le candidat de la coalition Gëm Sa Bopp est toujours en course. Le journal, qui semble s'étonner du score du patron des médias, titre sur un coup de tonnerre avec Bougane Gueye Dany au second tour. Dès vendredi, nous déposerons d'autres signatures en hostile à la page 6 de la tribune. Et s'il était recalé définitivement de Saint-Louis où il se trouve dans le cadre de la présidentielle, Bougane Gueye Dany y pense. D'ailleurs, il n'exclut pas une jonction avec Ousmane Sonko de PASTEF ou Issa Sall du PUR si jamais ça tourne court. Le président de Gëm Sa Bopp, tout comme les autres victimes du parrainage, comme les appelle Libération, occupe la une du journal. Bienvenue au boulevard, non pas des invalides, mais des invalidés, s'amusent les confrères. Un des enseignements majeurs, les 2 cas qui passent dès le premier tour. Khalifa Aboubacar Sall et Karim Meïssa Wade forcent le barrage. Oui, malgré leur démêlés judiciaire, les candidats de Taxawu Sénégal et Karim président franchissent tout de même l'obstacle du parrainage en attendant la suite. Khalifa Aboubacar Sall et Karim Meïssa Wade, ce sont les 2 cas en délicatesse avec la justice, mais également le beau temps avant la pluie, écrit Ousmane Laye Diop dans Enquête. Et pendant que l'on fait allusion au dossier judiciaire des 2, reportez-vous à la page 3 de Les Échos où il est question de la composition de la chambre criminelle montée lors de la dernière audience sur l'affaire de l'ex-maire de Dakar. La composition de la chambre en question était irrégulière d'après Les Échos et pour cause 6 magistrats ont siégé, contrairement aux règles qui veulent que la composition se fasse avec un nombre impair. Une polémique qui risque de se prolonger, voire d'avoir des répercussions même sur la décision attendue le 3 janvier, ce 3 janvier. Heureusement ou malheureusement, c'est une décision qui n'aura rien à voir avec le débrayage du syndicat des travailleurs de la justice. Le sudgiste, très en colère, décide de paralyser les cours et tribunaux et les services du ministère de tutelle. Débrayage à partir de 10h annoncé pour ce 31 décembre. Sud Quotidien donne l'information pendant qu'Enquête consacre sa une à d'autres turbulences. La crise dans le secteur de la santé. Une souffrance sans fin, pointe les confrères, décrivant un secteur à genoux avec des populations déboussolées. En sport, Sunu Lamb recense les 12 coups de l'année à l'heure du bilan. Une rétrospective de 2018 avec un CNG vilipendé mais toujours debout. Au nombre des temps forts, la chute de l'année, Yekini Junior malmené à terre, complètement à terre, terrassé par Tafatina. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Les portes de Auchan fermées à Sacré-Cœur dès les premières heures de la journée. Le maire Barthélémy Diaz reproche aux responsables de ce supermarché de n'avoir pas respecté leurs engagements, notamment les taxes à verser à la municipalité. Les mises en cause disent n'avoir pas reçu de notification de la mairie. Message de nouvel an du chef de l'État. Les citoyens disent leurs attentes, à chacun sa préoccupation, et pour les vœux formulés, la paix et le bien-être sont le plus souhaités. Les opérateurs privés stockeurs peuvent afficher le sourire. L'État s'engage à solder la dette de 20 milliards de francs CFA qu'il leur doit dès janvier 2019. Les acteurs de la filière arachide saluent la mesure annoncée par les autorités. Et puis en politique, les citoyens réagissent sur l'invalidation de signatures pour bon nombre de candidats déclarés à la présidentielle de 2019. Certains se disent favorables à un nombre réduit de candidats et pour d'autres, il faut donner à chacun sa chance. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insa Sec. Réalisation Mohamed Kandji. Kolo était à la vidéo 13h. Rendez-vous avec Hassan Top pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Salimto suivra la rétro politique avec Migui Mariam Ndiaye. Bon après-midi à toutes et à tous.
lamaya kumortaya